L'hôte du charbonnier. 1. Durant la première semaine de notre installation d'été au Port-Blanc, nous ne manquons jamais de recevoir la visite d'Anton, le charbonnier. C'est un petit vieillard d'une soixantaine d'années, vif et sec comme la plupart des hommes de son pays. Régulièrement, à cette époque, il descend de sa montagne lointaine, de son rugueux canton de Locquenvel, vers les plaines ensoleillées du Trégor, où les villégiatures des côtes commencent à se garnir d'étrangers. Bonne saison pour les glaouers, les marchands de farine noire, comme ils s'intitulent eux-mêmes plaisamment. Par toutes les routes qui mènent à la mer, on les voit dévaler, assis, les jambes pendantes, sur le brancard de leur charrette légère, à l'amble de leur bidet de cornouailles, dont le trot menu secoue les sacs en cadence et fait, avec un bruit clair, cliqueter les charbons. Le fouet passé au cou, la courte pipe aux dents, le père Anton arrête son véhicule au pied de notre terrasse et, pour annoncer qu'il est là, dit d'une voix forte « Bonjour la compagnie, c'est le charbonnier !» L'instant d'après, il a franchi la barrière. Nous l'entendons qui engage des pourparlers avec la bonne. C'est un négociateur habile et un orateur disert. Son charbon, il n'y en a pas de pareil au monde. C'est au poids de l'or que cela devrait se vendre, voyez-vous. Mais lui, Anton Quesseveur, il le donne pour rien, mon Dieu. Oui, pour presque rien. D'abord, à cause de vos beaux yeux, Dimselvrao. Note. Demoiselle jolie. Fin de note. Dit-il à la domestique en termes fleuris. Et aussi parce que votre maître et moi, nous sommes du même quartier. Il sait en effet que je suis né là-haut, dans sa montagne touffue, au vert pays de Duhaut, parmi les clans patriarcaux des bûcherons, des sabotiers, des brûleurs de bois et des sculpteurs d'écuelles. Et chaque fois que nous nous retrouvons, il se croit tenu de m'en faire souvenir. Ce n'est pas pour médire de la mer, déclare-t-il avec une moue dédaigneuse, mais il n'y a tout de même que le Ménez, n'est-ce pas, monsieur, le Ménez dont nous sommes. Il ne s'en irait pas content si, tandis qu'il rallume sa pipe et déguste un verre de vin, je ne lui demandais des nouvelles de chez nous. J'apprends ainsi les naissances, les décès de toute une kyrielle d'êtres que je n'ai jamais connus ou que je ne connaîtrai jamais. Anton ne me fait grâce d'aucun nom, et il me renseigne avec une fidélité non moins scrupuleuse sur les insignifiants faits divers de la chronique locale. Pauvres chétifs incidents de la vie obscure et calme d'un pays où il ne se passe rien. Je suis, par exemple, informé qu'on a planté un coq neuf au clocher de Locquenvel, ou bien que des cheminots ont dévalisé le tronc de sainte Junat, patronne des sabotiers du bois de la nuit. Tout cependant n'est pas sans intérêt dans ce fatras de petites histoires. Il m'arrive de noter plus d'un curieux trait de mœurs. Et puis, la langue du vieux charbonnier est si savoureuse, si nourrie de robustes expressions de terroir. Il excelle à donner un tour si imprévu aux banalités les plus médiocres. 2. L'été dernier, lorsque je le vis paraître, il me sembla qu'il avait quelque chose d'alourdi dans la démarche. « Qu'est-ce qu'il y a donc, Anton Quesseveur ? Est-ce que vous traîneriez la jambe, par hasard ?» Comme d'habitude, avant de prendre la main que je lui tendais, il commença par essuyer la sienne sur le devant de son pantalon de velours à côtes, élimé par places jusqu'à la corde. « Ah !» fit-il, d'un ton qui contrastait avec sa belle humeur accoutumée. « L'année n'a pas été bonne dans la montagne. » Et, avisant un siège à sa portée, « Excusez-moi, c'est assez long à compter. Si vous le permettez, je m'assoirai. » Il but une lampée du verre qu'on venait de lui servir, mais repoussa le tabac que je lui offrais. « Je ne fume plus, ça m'épuise trop. Je n'ai presque plus d'haleine depuis ma grande fièvre. »« Vous avez été si malade que cela, Anton ?» Il hocha la tête avec un soupir. « Ça n'est pas marqué sur ma figure, n'est-ce pas ? La face d'un charbonnier ne porte d'autre enseigne que celle de sa marchandise. Mais sous cette poussière noire, croyez-moi, je dois être aussi blanc que linge. Pour sûr que j'ai été rudement secoué. Et ne vous en déplaise, je serais injuste de me plaindre, car je suis, après tout, parmi les chanceux. Moi, du moins, j'en ai retiré mes os et ma peau à peu près intacts. Combien d'autres, et de plus jeunes, qui ne savent plus de quel côté le soleil se lève, couchés qu'ils sont, les pieds à la hauteur de la tête, dans le cimetière de Locquenvel. Ça a été une vraie rafle, voyez-vous. L'Ankou ne sortait d'une maison que pour entrer dans la maison voisine. Ah, ils en ont eu du travail, les gens de la mort, prêtres, fossoyeurs, sonneurs de glas et couseuses de linceul. Dans nos charbonnages du bois de la nuit,
De 60 brûleurs que nous étions au début de l'hiver, c'est à peine s'il en reste 25 de valides. Les autres sont allés entendre pousser l'herbe, ou bien achèvent, comme moi, très lentement, de se refaire une santé. Il s'interrompit un moment, fixa sur moi le clair regard de ses yeux verdâtres, couleur de mousse humide, et me demanda « Est-ce que dans vos parages, vous avez été plus épargnés ?»« répondis-je, un peu en l'air, il y a eu des morts et des malades, comme partout, mon pauvre Anton. Dans la montagne, reprit-il, c'était une pitié. Quel fléau s'était donc abattu sur elle? Rien de particulier, si vous voulez, une mauvaise influence, ou peut-être la main de Dieu, la verge du châtiment, comme on dit quelquefois. Il y a des années comme cela, et voici qui va sans doute vous paraître étrange, monsieur, moi qui vous parle, moi, Anton Quesseveur, qui ne suis pourtant qu'un homme sans études et sans lettres. Je savais par avance qu'il en serait ainsi. Il y a des gens qui prétendent qu'on est un peu sorcier dans votre profession, répartis-je en souriant. Des bêtises, grogna-t-il, et, rapprochant sa chaise de la mienne, baissant la voix, il ajouta d'un ton de confidence: J'en avais été averti dès Noël par quelqu'un qui a dans son petit doigt plus de science que vous n'en trouverez dans tous les livres. Qui donc? Murmurai-je, intéressé. Vous le nommerez vous-même quand je vous aurai débité mon histoire, répondit Anton. 3. Je flairai quelque aventure extraordinaire, comme il n'en arrive qu'aux hôtes de ces mystérieuses solitudes de l'Arrée. Et, pour être tout entier au récit du montagnard, je verrouillai la porte. Anton Quesseveur respira longuement, toussa, joignit les mains entre ses genoux et parla à peu près en ces termes. Vous connaissez tout ce pays de Locquenvel, pour l'avoir parcouru, j'en suis sûr, plus d'une fois. Vous vous rappelez cette jolie vallée du Guic, si verte au printemps et si fraîche, avec sa rivière d'eau brune coulant presque muette entre une double rangée de touffes d'aunes, et sur les pentes d'alentour les premières futaies profondes de l'immense désert boisé qui, sous le nom d'Argoat, couvre de son ombre, à peine éclaircie de ci, de là, les territoires de plus 20 paroisses. C'est précisément dans le voisinage de la vallée, à la hauteur du bourg de Locquenvel, mais sur l'autre versant, que nous avions installé notre campement au début de l'automne. Nous avions loué là une vente de près de 30 hectares, dépendant des magnifiques domaines de Lucinge. Notre escouade se composait d'une quinzaine d'hommes, tant bûcherons que charbonniers proprement dit, tous associés selon l'usage de notre corporation, tous résolus par conséquent à faire de promptes et lucratives besognes. Et, ma foi, nous n'eûmes pas lieu d'être mécontents au cours des premiers mois. Le temps était assez sec, les meules brûlaient à merveille, et le bois, d'excellente qualité, donnait un charbon dense, compact, sonore et brillant comme un clair métal. Tout allait donc pour le mieux lorsque Noël survint. La veille de ce grand jour, conformément à une tradition immémoriale, nous nous réunîmes, après souper, en un seul groupe, dans l'espace libre, autour duquel étaient disposées les meules. Puis le vieux bûcheron, Envel Porzenparc, que nous considérions un peu comme notre chef de tribu, non seulement à cause de son âge vénérable, mais à cause de sa surprenante vigueur, qui semblait défier les années. Envel Porzenparc, dis-je, fit le signe de la croix, et de sa voix mâle, habituée à retentir dans les vastes étendues forestières, il entonna les grâces auxquelles nous donnâmes en chœur les réponses. Après quoi, il fut décidé qu'on tirerait à la courte paille pour savoir quel serait celui qui resterait surveiller les feux, pendant que les autres se rendraient aux messes de minuit, soit à Plounévez, soit à Locquenvel, qui étaient les paroisses les plus rapprochées. Le sort tomba sur moi, ce qui ne laissa pas de me contrister quelque peu, car c'était la 3e fois en 3 années consécutives que pareil déveine m'atteignait. Puis, pour tout dire, je n'avais pas mis le pied hors de la forêt de toute la saison, et je n'aurais pas été fâché d'aller voir ce que devenait ma maisonnée, d'autant plus qu'on avait dû saigner le cochon dans la semaine précédente, et que ma femme m'avait fait avertir par les chercheuses de bois mort, qui se chargeaient d'ordinaire de nous apporter nos provisions de bouche, qu'il y aurait du boudin noir saupoudré de sucre au réveillon. Je n'en fis pas moins, à mauvaise fortune, bon visage. Mais lorsque mes compagnons se furent égaillés, chacun dans sa direction, et que je me trouvai planté tout seul au milieu des meules, dont les formes sombres se couronnaient par instants de flammes fantastiques, pour la première fois de ma vie peut-être, j'éprouvai une pénible impression de lassitude.
de découragement et d'abandon. Il s'y mêlait aussi, je crois bien, une espèce de terreur vague, et comme l'attente inexplicable de quelque chose d'inconnu. Ce n'est pas que je sois sujet aux idées, monsieur. Les charbonniers, en général, ne passent point pour des gens craintifs. Et celui-là n'est pas encore né qui pourrait accuser Anton Quesseveur d'être un trembleur. Mais vraiment, cette nuit-là, peut-être à cause des sentiments dans lesquels j'étais, me fit l'effet de ne ressembler point aux autres nuits de la Nativité. Et d'abord, le firmament n'était point comme d'habitude, clair, froid et criblé d'étoiles. Une ombre opaque tombait du ciel fermé, et, sauf dans le charbonnage, où tantôt une meule, tantôt une autre projetait de rapides lueurs, c'était par ailleurs, de tous côtés, une mer immense de ténèbres immobiles. Par intervalles seulement, de grands souffles de bise passaient, arrachant aux profondeurs de la forêt des râles sourds, qui se propageaient de cime en cime, pour agoniser au loin en une sorte de long gémissement triste. L'instant d'après régnait un silence si complet, si absolu, que les 1000 bruits imperceptibles que font les choses nocturnes en devenaient presque inquiétants. La cassure d'une branchette morte, la chute d'une goutte de rosée sur le sol, tout prenait des proportions excessives, une sonorité démesurée. Non, quoique ce fût Noël, je ne me sentais pas en gaieté, Dieu me pardonne. 4. Le vieux charbonnier fit une pause, tira de la poche intérieure de sa veste en laine rousse un large mouchoir à bordure rouge, où les scènes de la Passion étaient grossièrement imprimées. S'en épongea la figure, puis, après avoir repris haleine, continua. En juger par le nombre de pipées que j'avais eu le temps de fumer, il pouvait être 11 heures environ, et je venais d'activer le feu dans une des meules, lorsque, en me redressant, il me sembla entendre un pas à quelque distance. C'était assurément quelqu'un qui s'acheminait vers notre vente, car le bruit se faisait de plus en plus distinct. Quel peut bien être ce pèlerin ? Me demandai-je. Je n'avais, il va sans dire, aucune appréhension. De mémoire d'homme, il n'y a pas d'exemple que, dans nos bois, on se soit risqué à chercher noise à un charbonnier. D'ailleurs, les bonnes haches des bûcherons étaient là, dans la hutte, et je ne suis point maladroit à m'en servir. Le pas cependant se rapprochait, et bientôt une silhouette confuse émergea de l'obscurité dans le halo de lumière trouble qui flottait autour des meules. « Salut, Glaouer !» dit une voix grave, un peu assourdie. « Salut !» répondis-je, qui que vous soyez. « Seriez-vous assez obligeant pour permettre qu'un balai herbro note chemineur de pays fin de note un pauvre batteur de route qui se sent las et dont la bise a bleui la peau s'assoit dans la chaleur de vos brasiers et s'y dégourdisse un tantinet les membres. » Sa voix s'exprimait sur un ton de prière polie qui m'émut jusqu'aux entrailles. « Comment donc ?» m'écriai-je. « Avancez vite au feu, ce n'est pas la place qui manque. » Le balai herbro ne se le fit pas répéter 2 fois. Dieu qu'il me parut minable, avec sa face amaigrie de vieux bohémien, tanné comme du cuir par l'intempérie, sa barbe blanche toute recroquevillée par le givre, et ses minces épaules grelottantes que recouvraient mal de sordides loques cousues de grosses ficelles. Autour des reins se nouait une toison d'agneau, où il ne restait peut-être pas, en fait de laine, de quoi tapisser le nid d'un pinson. Quant aux jambes, elles étaient à moitié nues. Jamais encore, sur aucun chemin de Bretagne, pareille figure de misère ne s'était montrée devant mes yeux. Et tout de même, si lamentable que fût son accoutrement, il y avait dans l'air du bonhomme un je ne sais quoi de fier, qui donnait à entendre que ce n'était point là un vulgaire quêteur de croûtes, un mendiant du commun. À la pitié qu'il m'inspirait, il se mêla tout de suite une instinctive part de respect. J'allai prendre dans la hutte une escabelle et la portai près de la meule dont j'avais, quelques minutes plus tôt, attisé la braise. Puis, jetant à l'orifice du foyer une nouvelle brassée de copeaux, « Tenez, lui dis-je, ici vous serez bien. Reposez-vous tant qu'il vous plaira, et chauffez-vous à votre aise. » Il me regardait faire de ses yeux étrangement vifs, qui brillaient dans son dur visage osseux comme 2 flaques d'eau de pluie au creux d'un rocher. « Vous êtes bon, au pauvre monde, » prononça-t-il. À quoi je répartis : « Ne connaissez-vous pas le précepte ? Accueille le passant de Noël comme un hôte béni. » Il eut un soupir et garda le silence.
Je m'étais assis à côté de lui, nous restâmes quelque temps sans échanger une parole. Il lissait sa grande barbe dont le givre fondait en menues gouttes, et paraissait plongé dans de mystérieuses songeries. Moi, je fumais, heureux de sentir là ce compagnon inattendu dont la seule présence suffisait à me distraire des mélancoliques pensées de la solitude. Pour ranimer la conversation, par curiosité aussi, je finis toutefois par lui demander « Vous venez de loin, parrain vénérable ?» Il remua la tête à plusieurs reprises. « De loin, » répondit-il, « de très loin. »« Et vous êtes dans l'intention de continuer vers Locquenvel ?»« Vers Locquenvel, oui, et au-delà. » Mes questions avaient l'air de l'embarrasser. Je n'insistai point et devisai d'autres choses. « Vous avez dû voir bien des Noëls, n'est-ce pas ? Moi, c'est le 50e dont je me souviens. »« Oh, fit-il, moi, je ne les compte plus. Et s'il ne dépendait que de moi, celui-ci serait le dernier. La vie n'est pas gaie pour les misérables de mon espèce. Et ce qui peut leur arriver de mieux, c'est de goûter enfin la consolation de mourir. » « Chacun a ses peines, observai-je, mais il serait sacrilège de se laisser aller à des rêveries de mort un soir de nativité. » Il murmura. « Oui, c'est bientôt l'heure où l'enfant de Judée vint au monde, voici près de 1900 ans. » Et, par deux fois, il répéta, en branlant sa tête caduque, 1900 ans. 1900 ans. De nouveau, il s'abandonnait à ses méditations. J'en profitai pour visiter les meules, m'assurer qu'elles fonctionnaient selon les règles. 5. La voix du conteur s'altérait. « Profitez-en aussi pour boire un coup de vin, Anton, » lui conseillai-je. Après s'être essuyé les lèvres du revers de sa manche, « Ma tournée finie, poursuivit-il, comme je rejoignais le bizarre personnage, je l'entendis qui se parlait à lui-même, par phrases entrecoupées, confuses, incohérentes. Il évoquait des pays dont les noms me frappaient pour la première fois l'oreille, des pays de soleil où, à l'ouïr, les nuits mêmes étaient lumineuses, où des montagnes violettes se dressaient, légères et presque transparentes, sur les lointains, où les vallées, toutes fleuries d'anémones, étaient plantées d'oliviers et de cèdres et de mille autres essences précieuses, inconnues de nos climats. Il disait, où est-elle aujourd'hui, ma maison des vignes? Où la tour de garde dans la plaine, d'où les bergers surveillaient nos troupeaux? Il n'est pas sans doute jusqu'à leurs pierres dont il ne subsiste plus trace, dispersées qu'elles sont en poussière, depuis des siècles, au vent qui souffle des hauteurs. Il avait incliné son front dans ses mains, il sanglotait. « Peut-être avez-vous faim, lui dis-je doucement. Si cela vous est agréable, il y a du pain de seigle dans la huche, il reste du lard de notre souper. » Il me remercia de mes bontés, mais n'accepta point. « D'ailleurs, ajouta-t-il, voici les carillons de minuit qui commencent. Lorsqu'ils cesseront de tinter, il sera temps que je me remette en route. » Je le dévisageai avec stupéfaction. Le pauvre homme a une fêlure, pensai-je. Le grand âge et la dure misère lui auront dérangé l'esprit. Il prend pour des sons de cloche la plainte errante de la rafale dans les entrailles de la forêt. Non seulement il n'y avait pas la moindre vibration de cloche dans l'air, mais à la distance où notre campement se trouvait de Locquenvel, la paroisse pourtant la plus voisine, il n'était pas humainement possible d'en percevoir le carillon. Le balai Harbro pénétra, paraît-il, mon sentiment, car il eut, à travers ses larmes, un pâle sourire énigmatique. « Vous n'entendez rien, n'est-ce pas, Glauer ? Rien qui ressemble à des bruits de cloche, en tout cas. Eh bien, mettez votre pied sur le mien, vous entendrez, comme moi, » prononça-t-il. J'obéis par pure complaisance, mais je n'eus pas plutôt touché du bout de mon sabot la chaussure informe du mendiant que, des quatre coins de l'espace, arrivèrent jusqu'à moi des volées de sons si nombreuses et si rapprochées que, dans la forêt tout entière, c'était comme un immense murmure de bronze. Je m'imaginais même discerner les timbres. Celui-ci, argentin et grêle, c'était Plounévez. Celui-là, plus grave et plus nourri, c'était le bourdon de Belle-Île-en-Terre. Il y en avait d'autres, une infinité d'autres. Les étendues nocturnes en étaient peuplées. Je demeurais bouche bée, les yeux écarquillés, en extase. Brusquement, les bruits s'éteignirent. « Vous n'estimez plus que je suis fou ?» demanda mon compagnon. « Non, fis-je,
Mais si je ne savais que le diable ne se risque pas dehors la nuit de Noël, je ne me sentirais guère en sécurité près de vous. Il s'était levé, avait rassemblé ses haillons autour de son maigre corps. Il y a une chose que je puis encore vous divulguer, articula-t-il avec lenteur. Parmi les cloches que vous venez d'entendre, j'ai remarqué qu'il y en avait plus d'une qui sonnait triste. C'est mauvais signe pour l'année nouvelle. Si mes pronostics ne me trompent pas, et mon expérience est hélas trop longue pour être sujette à caution, je prévois de grands deuils dans la montagne. Le ciel vous épargne, vous et les vôtres. Je l'écoutais, atterré, hésitant à comprendre. Il ajouta: j'eusse aimé vous laisser un présage plus heureux en échange de votre hospitalité. Mais il ne tient pas à moi que ce qui doit être ne soit point. Tâchez de vivre aussi longtemps que je souhaiterais de mourir vite. Adieu. Avant que j'eusse retrouvé mes esprits, il avait disparu. Quand ceux du charbonnage rentrèrent, à l'aube, et que je leur contai l'aventure de la nuit, ils en firent d'abord des gorges chaudes. « Anton a dormi, ricanait-il. Anton a rêvé. »« Et ceci, dis-je, c'est du rêve aussi peut-être ?» Je leur montrai, dans ma paume ouverte, 5 pièces d'un sou, toutes neuves, que le vagabond avait dû laisser tomber à dessein de sa poche, et que j'avais ramassées après son départ, au pied de l'escabelle où il s'était assis. Du coup, les gaillards ne riaient plus. J'allais le jour même, sur l'avis de Porzenparc, porter au tronc de Sainte Juna les 5 sous du boudet Déo. Note. Juif errant. Fin de note. Et voilà, conclut le vieil Anton en vidant son verre. Croyez ou ne croyez pas, l'histoire est véridique, et quant à la prophétie, malheureusement, elle ne s'est que trop accomplie.